Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 27 février 2025. Alors aujourd'hui, hier, c'était les résultats d'NVIDIA. Première cotation aujourd'hui post-résultat, on va en parler rapidement. Les chiffres économiques aussi qui tombent et qui confirment la baisse de la croissance aux États-Unis, qui était déjà bien pressentie. Et là, on commence à avoir pas mal de chiffres qui vont dans le même sens. Donc, confirmation a priori d'une période un peu plus compliquée. Alors ça veut pas dire qu'on va droit dans le mur forcément. On aura d'autres chiffres les prochains mois pour voir l'état de l'économie américaine, mais pour l'instant oui, on va vers ça. On regardera évidemment le CAC 40, les actions des sociétés qui ont donné leurs résultats, notamment pas mal de résultats, certains bien achetés, d'autres en attente. On verra ça tout de suite en graphe et en vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer par les chiffres économiques qui sont tombés. Alors hier, on a eu stock de pétrole brut, un peu de baisse des stocks aux États-Unis. Plutôt bien, mais bon, c'est toujours à voir plutôt sur la durée. On avait fait plus de stock la semaine précédente, là on entame un peu, donc c'est pas vraiment marquant. Vente de logements neufs, ça c'est un chiffre négatif. On était à 698 000, on espérait 677 000, on fait 657 000. Donc moins de ventes de logements neufs. Pour l'immobilier aux États-Unis, plutôt un petit point rouge. C'est pas encore énorme, mais c'est moyen. Le PIB aux États-Unis sur le quatrième trimestre, au troisième, il était à 3,1 et là, il est à 2,3. 2,3 de pourcentage de PIB. Alors, en Europe, on aimerait bien, on est un peu à la rue, mais les États-Unis qui confirment quand même la baisse de leur croissance. Donc, deuxième point assez négatif. Et enfin, le troisième, inscription hebdomadaire au chômage. C'est le graphe qu'on a ici sous les yeux avec, on le voit, toutes les semaines, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et là, on a un pic, on a un gros pic qui est revenu à 242 000. On a eu 242 000 inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Là aussi, il faudra que ce soit confirmé la semaine prochaine, parce que si c'est juste une semaine comme ça et que finalement on revient autour des 220 000, voire un peu moins la semaine prochaine, ce sera pas grave. Mais par contre, la semaine prochaine, si on a une confirmation, c'est pas terrible. Et vu les chiffres qu'on a, alors c'est pas encore la catastrophe, on l'a dit, mais on voit quand même un ralentissement de l'économie américaine. Et c'est marqué donc par ce chiffre et cette augmentation du chômage aux États-Unis. On va regarder le CAC 40. Alors, NVIDIA qui a donné ses résultats, acheté en début de séance, vendu en milieu. Là, on est sur le support à 125 et la moyenne à 200. On fait un gros chandelier, mais pour l'instant, on tient les supports. J'ai fait une vidéo sur NVIDIA cet après-midi. Je mettrai le lien en description, notamment si ça vous intéresse, pour avoir mon avis et l'analyse de la valeur. On va regarder le CAC 40 qui fait moins 0,5. Qui fait rien, surtout depuis les plus hauts, proches des plus hauts historiques à 8259. On a quand même pas mal de résultats qui sont tombés, on va les voir. C'est NJ aussi que je voulais voir, que j'ai oublié de faire hier. Donc sur le CAC, on le voit, en consolidation, et finalement on consolide à plat, plutôt un signe de force. Donc on est plutôt résilient. Alors il faut dire qu'on a été largement sous-valorisé ces derniers mois, donc là on revient bien. On n'a pas encore signifié la fin de la hausse, on le voit. Au-dessus des 8000, on reste plutôt positif pour aller taper un nouveau record a priori. On va regarder les grosses variations et les résultats. NJ, alors oui, je voulais en parler ces derniers jours, pourquoi ? Parce qu'elle avait cassé notamment ça, un des plus hauts. Alors, il y a deux façons de voir NJ, parce que NJ, une de ses particularités, notamment, c'est le dividende qui est assez important. Donc là, ça change beaucoup les graphes, notamment si on est en dividende ajusté ou pas, parce qu'on va voir le graphe ici, dividende ajusté, puis le graphe 100, ça fait ça. Donc c'est pas du tout pareil.
Mais on a quand même ces points-là, hein. Là, autour des 16, hors dividende ajusté, on voit que c'était une ancienne zone de résistance au mois de février 2020, au mois de novembre 2023. Et là, on l'a cassé fortement. Donc, c'est quand même un niveau clé. Et cette zone-là, si on remet avec les dividendes, bah, c'est le plus haut de mai 2028. De mai 2008, pardon. Mai 2008, là, on est sur des graphes vraiment, vraiment très longs. Et c'est des zones qui viennent d'être cassées, notamment mardi, le 25 février. Et on confirmait hein, hier. Il y en avait une grosse zone de résistance court terme aussi autour des 16,2. Donc c'était plutôt favorable quand même avant les résultats. J'ai oublié d'en parler. Et Engie, donc elle a cassé, elle avait déjà mis un petit gap, elle en remet encore un deuxième. Sur les résultats, alors j'ai pas analysé plus que ça les résultats d'Engie, mais ils ont été quand même bien achetés par le marché. Et ces niveaux clés tentent quand même à pousser Engie hein, plutôt vers le haut. Donc si vous étiez attentif et plutôt prêt à rentrer sur la valeur, on a quand même un signal plutôt positif. Alors oui, hein, on perd le gap, on perd une partie de la hausse, mais on a surtout un signal intéressant pour la suite et le moyen terme. À court terme, il y aura peut-être un retour ici sur les 16,3 pour rentrer, pour revenir, mais si on veut jouer le moyen terme, si on veut s'intéresser à Engie, bah, c'est plutôt un beau signal qu'elle vient de faire aujourd'hui. Sans ça, on va pas en parler. Thales, toujours, hein, l'armement, la défense, oui. Même pour enfin, surtout pour le moyen long terme, parce qu'à court terme, on aimerait bien rentrer ou renforcer quelque part, mais c'est toujours compliqué hein, quand ça fait que monter comme ça, mais on est toujours largement favorable hein, sur Thales. Les replis devront être achetés, je pense. S'il y a repli, hein, il y en aura forcément un, mais est-ce qu'il va venir rapidement sur les 173 ou on va commencer à taper les 200 avant? Là, c'est un peu compliqué à dire hein, pour le court terme comme ça, très, très proche, mais sur le moyen terme, oui, on est favorable. On est quand même un peu haut là pour rentrer, c'est pour ça que c'est pas forcément idéal. Je voulais voir surtout les quelques résultats. Alors, on a eu, hop, Stellantis comme d'habitude. Hein. Stellantis, je le dis, ça fait des mois. Hein. Ça fait ici 8 mois, 10 mois qu'on est contre Stellantis. C'est toujours négatif. On n'a toujours pas comblé le gap. On fait rien. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Donc, on va pas y revenir. On reviendra à Stellantis le jour où on aura des bonnes nouvelles et des grosses rentrées et probablement le comblage de gap à 14. Sinon, ça reste négatif. On avait sur le CAC aussi Téléperformance. Alors oui, ils ont donné leur... Non, c'est ce soir. Les résultats, c'est ce soir sur Téléperformance. On verra. Mais ça semble quand même toujours plutôt favorable moyen terme. Alors, il y aura peut-être une vente comme souvent hein, sur les résultats, même s'ils sont corrects. Mais là, on valorise assez peu finalement. Il y a toujours l'impact IA et l'implémentation des solutions IA. Je crois qu'ils ont annoncé quelque chose aujourd'hui sur un partenariat notamment qui peut être intéressant. On verra évidemment les résultats ce soir, mais je suis toujours plutôt favorable, à moins qu'on ait demain une grosse vente, un gros gap baissier qui remette un peu à plus tard la performance de Téléperformance justement. On est plutôt toujours favorable pour une belle poussée sur cette valeur parce que grosse décote et finalement le niveau atteint est peut-être un peu exagéré sur Téléperformance. Et puis on va voir quelques... Alors est-ce que c'était tout ? Les autres c'est demain. Quelques valeurs qui font pleurer notamment. Vision Group, alors oui, il fallait rentrer avant, on en parlait, hein, c'était intéressant, il y avait une anticipation, il y avait les résultats. Alors, des regrets comme ça, on en a quasiment tous les jours en bourse. Faut pas s'y arrêter, sinon on se tape la tête contre les murs. 20%, 22%, 23% de gagner sur résultats. Moi, je voulais rentrer sur Vision après les résultats pour voir un peu
la confirmation, parce que on savait que les résultats allaient être bons, et ils ont été plus que bons, à plus de 50% d'augmentation sur le chiffre d'affaires, je crois, ou le résultat net, je crois que c'est le chiffre d'affaires. Monstrueux, on l'avait dit depuis des mois que c'était positif. Mais qui dit résultat dit toujours petite incertitude. Donc moi j'attendais ici, et finalement elle a explosé, hein, boum sur résultat. À l'ouverture on fait plus 9, et après on finit en clôture à plus 23. Alors peut-être pour rentrer, hein, après s'il y a un peu de conso, ce sera toujours bon, même maintenant, mais pour jouer du coup maintenant c'est plus le court moyen, c'est plus le moyen long terme, parce qu'on a bien progressé. Si on a un retour, ça s'achètera, hein, Vision Group. Sinon, faut rester, je pense, on avait parlé des 200, hein, atteint rapidement, c'est fait. Mais il y a de grandes chances. Ça a été rehaussé en plus par certains analystes. Donc voilà, Vision Group, je vous en parle depuis un moment, toujours très positif dans les vidéos. Ça continue. J'espère que vous avez pu rentrer, contrairement à moi, et que vous pouvez rester dessus encore quelques temps, hein. C'est une super valeur, Vision Group. Voilà. On va continuer de pleurer avec Ferrari. Pourquoi Ferrari baisse? Notamment parce que la famille Agnelli va vendre via une filiale, hein, j'ai oublié le nom, environ 4% des titres Ferrari, donc grosse baisse. Alors c'est bien joué, hein, parce que on le voit, ils vendent au bon moment leur titre qui n'a pas arrêté de monter, hein, qui est sur des plus hauts historiques. Donc plutôt une bonne chose. Il reste premier actionnaire, hein, de Ferrari notamment. Je crois qu'il passe de 24 à 20% du capital. Donc ils sont toujours bien engagés dans l'entreprise. Oui, on était monté bien haut, mais bon, il y avait les résultats qui étaient attendus excellents. C'est toujours pareil. Dans le court moyen terme, ça reste favorable et intéressant. On peut rester dans le court terme. Moi, je me suis fait sortir, hein, sur un stop, donc un peu en dessous des 470. Je m'attendais pas à cette nouvelle-là qui arrivait quand même d'un coup, donc ça arrive. Mais pour le moyen long terme, oui, je pense qu'il y aura éventuellement une continuation de la tendance pour retrouver les 500, mais on y était, hein, quasiment sur les 500. Maintenant, ça risque de mettre des semaines ou des mois pour le retrouver. Donc toujours l'horizon de placement à bien gérer, hein, et à connaître, surtout quand vous tenez une position. On rentre sur des niveaux plus ou moins longs, et c'est pareil, on sort sur des niveaux plus ou moins longs selon l'objectif qu'on a sur la valeur. Vallourec, là c'est un peu mieux, on va pas pleurer cette fois. Le dividende aussi, hein, qui va arriver sur Vallourec, qui est intéressant. Le désendettement aussi, parce qu'ils ont annoncé leurs chiffres, et c'était ça un peu qui plombait la valeur. Et au fil du temps, on a réussi énormément à désendetter Vallourec. Donc je vais pas vous faire un petit focus sur les chiffres. Il y a toujours pas mal de shorts sur Vallourec, mais elle donne que des bonnes nouvelles depuis des mois, depuis quasiment 6 mois, même plus. C'est bonne nouvelle sur Vallourec. Donc on a déjà comblé le gap multiséculaire ici à 19, le gap qui datait de 2020. On l'a comblé. Là on est en train de travailler une petite oblique de correction court terme, mais je suis toujours plutôt positif. Et puis peut-être qu'avec la VAD, si elle se rachète, si elle se décide un jour à se racheter, mais ce qui est hallucinant, hein, parce que ça reste depuis des années maintenant. Sur Vallourec, ça pourrait encore aider le titre. On a ArcelorMittal aussi qui va très bien, qui pourrait aider, hein, en faisant une OPA ou en rentrant encore plus au capital, mais là ce serait plus une OPA a priori, d'autant que ça va bien, hein, sur Arcelor. Donc oui, Vallourec toujours très positif, et on attend peut-être une belle explosion pour revenir sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis un moment, hein, autour des 25 peut-être. Donc toujours positif sur Vallourec. On a également Xiaomi, on en parlait pendant il y a quelques jours, hein, de Xiaomi. Alors les téléphones portables notamment, hein, c'est les services et les téléphones portables, c'est le gros de Xiaomi, mais ils ont aussi, alors c'était environ 10%, hein, du chiffre d'affaires dernièrement. Les voitures,
les voitures électriques Xiaomi, ils se sont mis. Alors, c'est ça qui est un peu compliqué, parce que quand c'est pas un pure player, qu'on a une sorte de holding comme ça qui fait plusieurs produits et services différents qui sont pas forcément dans le même secteur, c'est un peu compliqué à aborder. Mais bon, c'est une stratégie. Alors, dernièrement, on est plus revenu au pure player. On a viré des filiales pour que chacune ait un peu son autonomie. C'est un peu la mode qu'on a dernièrement sur la bourse. Mais bon, sur Xiaomi, c'est pas le cas. Et on l'avait dit, hein, notamment sur la cassure ici des 4-7. Là, on doit être Nasdaq OTC. Et c'était probablement le bon moment pour rentrer, hein, pour le retest. Le retest, il est revenu 2 semaines après. Et puis, on a cassé. Et on le voit, on n'arrête pas de progresser sur des niveaux aussi de progression importantes. Parce que par rapport au 4-7, on voit, on est à 50%. On dirait pas, hein, sur le graphe, là. On fait plus 50% en un mois. Pour rentrer, là aussi c'est compliqué, mais pourquoi pas, hein, comme pour accompagner la tendance peut-être sur des niveaux court terme du coup, parce que la conso, quand elle va arriver, et elle arrivera, pourra faire mal. Donc 2 stratégies: rentrer court terme, mettre les stops plus ou moins sur la veille ou l'avant-veille. C'est un peu risqué parce qu'on est quand même bien haut sur tous les niveaux. Moi je jouerais plutôt le rebond s'il existe, donc ça va mettre du temps aussi, ça dépendra du contexte dans lequel on est, mais on a vu que la Chine était bien, donc si on a une petite baisse et un retour vers les 4-7 qui rebondit, bah ça s'achètera. J'ai raté le coche ici, j'en ai parlé. J'étais sur d'autres actions, un peu des secteurs identiques, donc je voulais pas surpondérer des valeurs, donc je suis pas rentré sur Xiaomi. Pas de chance parce que la performance elle est là, et en termes de pourcentage c'est énorme. Donc toujours positif, mais bon, à court terme, attention à la baisse. Et puis les valeurs abonnées, on va regarder 2 CRSI. Alors les échecs autour des 5.16, février 2024, mai 2024, on casse quand même avec des mèches et puis avec une ouverture ici et puis encore une mèche, les 5.16, mais on n'arrive pas à passer au-dessus, donc c'est vraiment une grosse résistance. Derrière on fait la phase de congestion. On n'a pas encore capitulé. Moi ce que j'aime bien c'est les volumes qui permettent peut-être d'espérer la dynamique qui est intéressante. Alors un peu peut-être plombé par ce qu'on a connu sur les techs qui ont du mal à progresser, mais bon, sur les serveurs aussi, comme deux CRSI sont sur les serveurs, dire la vision moyen terme elle est toujours plutôt largement favorable. Donc à court terme, oui, il fallait prendre ses bénéfices ici. Moi j'ai décidé de ne pas le faire, alors que je suis souvent court-termiste, mais j'ai plutôt un peu gourmand quand même sur cette valeur là qui mériterait d'aller plus haut. On verra. Pour l'instant on n'a pas capitulé, on est toujours au-dessus de la moyenne à 20, on est toujours plutôt bien orienté, et on le voit, cette figure aussi, cette figure technique, elle est quand même super propre. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut rester. On a les volumes, on a les cassures, on a l'accumulation, on a le breakout, on a tout. Donc faut rester, je pense, pour aller chercher plus haut sur 2 CRSI. Figeac Aero, il fallait venir un peu avant, notamment ici. Alors là, on a des pics de volume, mais il se passe rien. Et puis là, 29 janvier, boum. On casse tout, gros pic de volume. Là, ça peut être intéressant, hein, même si on a la résistance à 6,8. C'est là peut-être qu'il fallait rentrer, forcément. Derrière, on explose. Alors, en termes de pourcentage, qu'est-ce qu'on fait? 25%. Hein. Et avant l'explosion, 33%. Donc, c'est aussi une belle progression. Mais on voit inversion de tendance et on commence à consolider relativement fortement. Donc, à court terme, elle est un peu pentue celle-là, elle risque pas de tenir et d'être forcément très pertinente. À court terme, attention, on regardera peut-être ces niveaux-là, hein, pour une réaction autour des 7,50. Maintenant, c'est des zones qui n'ont pas été sur lesquelles on n'est pas revenu. Hein. On fait le breakout et il n'y a pas eu de pullback, donc à jouer le pullback sur les 7,50, sur les 6,84. La tendance elle est forte, elle est bonne. Maintenant, il y a une belle flambée. Si on en a profité, très bien. À court terme, là, je pense qu'il faut sortir
à court terme, mais à moyen terme, hein, vérifier les zones de réaction pour rentrer. Mais on est un peu haut partout. On devrait consolider Lockheed Martin. L'armement aux États-Unis qui est un peu à contre-courant de l'Europe. Et puis Lockheed Martin, très moyen. Parce que le graphe, quand même, nous dit des choses très négatives. Depuis le plus haut du mois d'octobre, on consolide. Jusque-là, rien de catastrophique. On revient sur la moyenne à 200, on la casse. Là, c'est moyen. Et qu'est-ce qu'on fait? Retest de la moyenne à 200, et on le sait, hein, cassure de moyenne à 200, retest, échec, c'est mauvais. C'est très très mauvais. C'est le genre de config qui, 8, 9 fois et demi sur 10, va vous emmener beaucoup plus bas à court terme. Donc c'est ce qu'on a eu. Cassure de moyenne à 200, retest de moyenne à 200, échec, boum, gap baissier. Qu'est-ce qu'on fait derrière? On va chercher le support. Le premier support ici autour des 400, 425, 426. Là, on est en début de réaction, mais on est toujours baissier. Donc, pour l'instant, il faut attendre, hein, sur Lockheed Martin. Si on y revient une deuxième fois et qu'on casse à la hausse l'oblique, ici, vers les 440, 450, on pourra peut-être jouer le rebond technique. Mais là, ça reste que du rebond technique et c'est baissier, hein, Lockheed Martin. Donc, plutôt rien faire. On pourrait même aller taper les 389 sur le gap de 2023. Squirrel Media, c'est une valeur, hein, qu'on avait proposée notamment dans l'action long terme. On l'avait proposé où? À peu près ici, au mois d'octobre 2024, sur les 1,45. Elle avait baissé. Et puis grosse rentrée, énorme rentrée, et le cours explose. Donc, par rapport au moment où on l'a proposé, on a fait plus 86% sur les plus hauts, et on est allé chercher la résistance. Alors la première, hein, facile, la deuxième à 2,10 et la troisième à 2,80. On frôle les 2,80, notamment hier et aujourd'hui. Et là, à court terme, on va commencer à faire probablement ça, hein, hop, 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 hop. Et à choisir après entre consolider un peu plus fortement ou rattaquer encore. Mais là, on voit les volumes monstrueux, hein, depuis 3 jours. Et c'est déjà des gros volumes qu'on avait eu avant, comparé à ce qui se faisait. Et là, c'est incomparable. Donc, ça peut aussi continuer, hein. Si on est dessus, quand même prendre une partie. Alors, à moins d'être long-termiste, d'être super favorable sur la valeur, on se dit je vais pas vendre parce que ça peut repartir dès le lendemain et j'ai pas envie d'avoir des frais aussi de courtier. Pourquoi pas? Moi, je suis plutôt partisan quand même de toujours assurer une partie des bénéfices et puis de laisser l'autre partie. Donc après, c'est vous qui voyez, mais là, on a quand même fait un échec sur résistance. Ça risque de baisser un peu ces prochains jours. Mais à moyen long terme, oui, c'est le signal qu'on a sur les volumes ici, très important. On a un retournement et on en avait parlé, hein, c'était une valeur qui était a priori sous-valorisée. Et effectivement, elle l'était. United Health, alors il y a eu des annonces probablement de fraude sur United Health. Donc ça a fait le gap ici, le deuxième, hein, le premier je sais pas, mais sur le deuxième c'est ça. On a également le procès de c'est Mangione qui avait assassiné un des présidents, un des CEO, un des directeurs généraux de United Health, notamment pour se plaindre un peu de la malhonnêteté du groupe qui ne remboursait pas, hein. Pour les cotisations, ça marchait toujours dans le même sens, mais pour le remboursement, ça allait pas. Alors, c'est un peu efficace quand même, et c'est pas efficace, le mot que je cherchais, c'est un peu exagéré peut-être la réaction, hein, puisqu'il a assassiné d'une balle dans la rue. Mais bon, au niveau du public, des Américains, ils sont plutôt du côté de Mangione, parce que effectivement, hein, les grands groupes comme ça américains d'assurance sont pas toujours très honnêtes en ce qui concerne le remboursement pour leurs clients, alors que ça devrait être quand même la norme. Donc il y a aussi un problème d'image sur United Health qui commence à être embêtant pour la valeur. Est-ce que vous allez vous assurer quand tout le public et tout la population des États-Unis vous prend pour des voleurs qui remboursent pas, alors vous êtes toujours bon pour cotiser, mais dès qu'il faut rembourser les soins médicaux, il n'y a plus personne.
forcément, c'est moyen. Donc, il y avait éventuellement un petit rebond technique à jouer. On en avait parlé ici. Mais on a vu moyenne à 200 cassé, retour, échec. C'est exactement ce qu'on a dit sur Lockheed Martin. Boum, derrière, ça décroche. Alors là, on est quand même sur des niveaux assez bas et plutôt rachetés, hein, les 434. Mais il y a ce problème d'image sur United Health actuellement, en plus des possibles fraudes. Ça commence à faire beaucoup. Ça pourrait faire peut-être un Boeing bis aussi. Donc techniquement, oui. Fondamentalement, et vu le contexte actuel, attention, Walters. C'est pas ce qu'ils font, Walters. Information professionnelle et solutions logicielles. Allez, à Amsterdam. Alors, le graphe est plutôt beau, plutôt très beau. Dernièrement, et ça c'est ennuyeux parce que la consolidation en elle-même, elle est pas catastrophique, parce que revenir fortement quand on a des graphes comme ça, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est ça. C'est le gap baissier, directement. On aurait une consolidation un peu continue comme ça, on dirait c'est pas trop grave, mais là, gap baissier, alors j'ai pas vu pourquoi, je sais pas si c'était des résultats ou pas, mais ça annonce rien de beau. On casse la moyenne à 200, on continue de baisser. Alors il y a éventuellement ces supports-là, hein, sur lesquels on est sur les 149, il y en a un autre à 144 ou un à 135. Là aussi, on voit le graphe finalement assez peu volatile, hein. 3%, 9%, on a l'impression que c'est énorme, mais plutôt une valeur défensive. Mais c'est baissier là. Alors éventuellement jouer du rebond technique quand on commence à taper et puis se mettre en court terme, mais plutôt éviter. Et Zoetis, leader dans le domaine de la santé animale à New York. Donc on va voir ce qu'a fait Zoetis. On avait déjà parlé visiblement, j'avais déjà fait les graphes. La résistance à 200, 198, février 2022, décembre 2023, février 2024, septembre 2024. L'oblique ici, le faux départ. Mais qui dit faux départ dit souvent vrai départ. Peut-être ici. Et on le voit, hein, cette belle zone autour des 150 qui sont rachetés. Novembre 2023, mai 2024. Donc on a un peu cette congestion qui est en train de se mettre en place ici. Et c'est ça qui doit travailler. Donc avec les rachats autour des 150. Les échecs de plus en plus bas. Le faux départ ici autour des 188 à 200. Cette zone-là. Donc si on vient à casser les 150 à la baisse, c'est très mauvais. Mais a priori, ça plaiderait plus pour une petite cassure ici. Alors je sais pas en mars ou en avril, voire même au mois d'août, août-septembre, hein, le graphe est assez grand. On peut casser même à la fin de l'année. Donc je pense qu'il faut plutôt observer et puis attendre d'avoir des niveaux intéressants. Mais là, on a fait un petit gap baissier avec beaucoup de volume et on n'a pas réussi à le combler. Donc on attendra de revenir au-dessus des 171. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent. Les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!